Pourquoi ce débat a duré très longtemps? Parce que nous avons privilégié le consensus. Vous savez, un consensus, c'est difficile d'atteindre quand il y a des pôles qui ont des points de vue différents, parce qu'il y a souvent des soubassements politiques. Mais il faut quand même reconnaître que le premier président de cette commission, le feu général Niang, paix à son âme, a été privilégié le consensus. Et ceux qui sont venus après aussi, le professeur Kanté, le professeur Sall, le président Mazid Ndiaye, ont travaillé dans ce sens. Et nous tous, on a travaillé dans ce sens. On s'est dit qu'autant prendre du temps et arriver à des consensus plutôt que d'acter des accords et partir. Bien, nous avons travaillé dans ce sens, mais nous sommes arrivés quand même à des points d'accord, mais également à des points de désaccord. Les points d'accord, bon, il y a des gens qui disent souvent que bon, vous avez passé autant de mois, autant d'années à ne rien sortir. Moi, je ne dis pas ça. Je dis que dans un débat politique, si on a même un point d'accord, c'est une avancée. Peut-être pas très importante, mais c'est quand même une avancée. Nous avons eu des points d'accord qui ont un peu changé le code électoral, mais les points de désaccord, nous avons fait une lettre au niveau de la commission que nous avons envoyée au président de la République et qui portait sur les désaccords, c'est-à-dire que le bulletin unique, la caution, l'autorité en charge des élections, L31, 32 et je crois le parrainage présidentiel. Je me disais que, bon, écoutez, nous avons les points d'accord. Il a promis qu'il ne changerait rien du tout. Je crois qu'il l'a fait aussi. Mais les points de désaccord, avant peut-être la fin de notre séminaire résidentiel, on aurait peut-être un feedback pour savoir qu'est-ce qu'il en pense. Moi, je me disais toujours que... Mais est-ce que ce n'était pas ça le problème? Est-ce que le problème, c'était justement de tout remettre au président de la République? Je parle des points de désaccord, de laisser leur sort au président de la République. Oui, mais nous avons... Attendez, je vais vous expliquer. Donc, moi, je m'étais dit que je pense que, compte tenu du fait que la lettre qu'on lui a envoyée, nous avons mis en annexe, sur chaque point, les points de vue de chaque pôle. Et le point de vue des auditeurs et des évaluateurs. Je m'étais dit que sur beaucoup de points, il n'y a que la majorité qui n'était pas d'accord avec nous. Et peut-être que ça va servir de leçon au président pour dire que pour tel point, je fais ceci, pour tel point, je fais. Peut-être qu'il n'aurait pas exactement tranché comme nous, on l'a dit, mais il aurait peut-être au moins coupé la poire en deux. Ou bien au moins nous se mettre d'accord sur 2 ou 3 points en attendant. Parce que mon dialogue se continue. Mais là, j'ai le pressentiment qu'aucun de ces points n'a eu. Vous avez été déçu par rapport au dialogue politique? Non, pas totalement déçu, parce que nous avons quand même, quoi qu'on dise, des points d'accord. Il y a des gens qui estiment que ce n'est pas suffisant, mais je dis que c'est une avancée, quoi qu'on dise. Mais je dis qu'on aurait pu aboutir à un code consensuel extrêmement important. Parce que là, d'après le code tel qu'il est, que je n'ai pas encore lu, mais je pense que j'ai les grands points, on a un code consensus, le code consensus 92 remanié, tout simplement. Mais on n'est pas allé dans le fond des choses. Parce qu'aujourd'hui, les gens s'attendaient à ce que l'article 31-32 soit modifié. Pourquoi? Pour la simple raison, parce qu'il y a des gens qui pensaient que nous avons sorti cet article pour le cas Karim et Khalifa Ababacar. Alors nous allons y revenir par rapport à ces articles maintenant L29 et L30. Abdoulaye, est-ce que vous êtes d'accord avec l'opposition quand il parle de perte de temps par rapport justement à ce dialogue politique? Alors, il appartient à l'opposition de donner un point de vue, mais je ne fais pas partie. Rien n'a évolué. En tout cas, je ne fais pas partie de ceux-là qui disent qu'en réalité, que le dialogue n'aura servi à rien, parce que, qu'on dise, l'opposition y était représentée. L'opposition a participé justement au dialogue national, pour ne pas dire, en tout cas, à la commission cellulaire chargée du dialogue politique. En dehors du Parti démocratique sénégalais, en dehors du Front et pour le socialisme et la démocratie de Serban Bédjei, en dehors justement de Tahaou Sénégal, en tout cas avec Khalifa Sall, je crois bien que c'était les rares entités qui n'ont pas pris part justement à ce dialogue politique. Le PASTEF et toutes les autres formations étaient représentées au niveau du dialogue politique. Quoi qu'on puisse dire, l'élection du maire au suffrage universel direct, je crois bien que c'est un point de consensus ici justement de ce dialogue politique. Donc tout n'a pas été mauvais. Mais vous savez, le dialogue, ce n'est pas un simple échange. Ce sont des échanges profonds dont l'objectif est de trouver des points de consensus forts. Et le plus souvent, on a même l'habitude de dire que quand il y a des accords, celui qui
qui prend la décision ultime, souvent privilégie même la minorité pour ne pas donner l'impression, en tout cas, de la stigmatiser. Donc, ce que l'on attend réellement du président de la République, moi, je dis... Est-ce que c'est pas ce qui déçoit, Abdoulaye? Peut-être qu'ils attendaient un point de consensus fort par rapport à ces points de désaccord. L'article L31, maintenant L29, par rapport au parrainage, entre autres, c'était des points vraiment effectivement, importants. je crois bien que moi, j'ai eu à dire sur ce plateau que justement, les 5 points de désaccord, pour moi, ce sont les points majeurs. Et parce qu'en réalité, quand on parle justement du président qui ne peut pas être chef de parti, je crois bien que ça, c'est une résolution forte, contenue dans la charte de gouvernance démocratique, mais également dans les conclusions de la Commission nationale de réforme des institutions. Donc, le bulletin unique, on en parlait. Je crois bien que M. Macky Sall, président de la République, lorsqu'il était opposant, M. Moustapha Niasse, président de l'Assemblée nationale, lorsqu'il était opposant, Feu Ousmane Tanor Dieng, Abdoulaye Bachir, lorsqu'il était secrétaire général de la LD, Ahmad Dansoro, secrétaire général du PIT, etc., tous militaient justement pour que le président Abdoulaye Wade accepte justement la mise sur place du bulletin unique et autour justement du Front pour la régularité et la transparence des élections. Et il proposait même le professeur Babacar Gueye pour justement, en tout cas, mener les échanges, les débats autour de cette question centrale. Cependant, le code électoral en ses articles changés, article L31, article L32, devenu article 29, article L30, pratiquement il n'y a pas eu d'évolution. Et quand on regarde même les articles L31 et L32, qui véritablement citent l'article 34 du code pénal, mais également les articles 92, 93, 94, 95 également du code pénal, on est en droit de nous dire qu'en réalité, il n'y a pas eu d'avancée majeure. Et parce qu'en réalité, comme l'a dit M. Dao, on s'attendait à ce que le président fasse plus et mieux que ses prédécesseurs en termes justement d'adoption, en tout cas de lois relatives justement au code électoral, pour permettre au Sénégal de ne plus vivre ce débat ancien. Processus électoral aujourd'hui, le lendemain fichier électoral, le surlendemain carte d'électeur, distribution des cartes d'identité. Je crois bien que c'est un débat véritablement avec un disque rare. Qui n'honore pas notre démocratie. Et les musiciens qui sont sur le podium en train de jouer justement aux différents instruments en ont marre justement de jouer les mêmes sonorités depuis pratiquement 20 ans, depuis pratiquement 30 ans. Donc on pouvait véritablement aller de l'avant. Mais je crois bien que le débat ne doit pas y avoir rupture de débat. Le président Macky Sall doit véritablement être au-dessus de la mêlée parce qu'il est au sommet de la pyramide. Mais étant au sommet de la pyramide, il doit écouter le milieu de la pyramide, il doit écouter la base de la pyramide. Et ça, c'est l'opposition, ça, c'est la société civile, mais c'est également le peuple sénégalais dans son entièreté parce que nous voulons tous un Sénégal stable, un Sénégal de paix, où véritablement chacun pourra jouer pleinement son rôle à la veille et au lendemain de toute élection. Alors, peut-être que l'opposition attendait de voir des réformes par rapport aux articles L29 et L30. Aujourd'hui, on voit que c'est le statu quo, que c'est resté pareil. Qu'est-ce qu'on peut retenir déjà sur ça par rapport à ces articles? Oui, comme je le disais tout à l'heure, après ce dialogue, il y a eu un peu de satisfaction quelque part, mais il y a eu de l'insatisfaction d'autre part, surtout les 5 points tels que l'a dit tout à l'heure Abdoulaye. L'opposition est déçue, ça, il ne faut pas se voiler la face. Mais par contre, ce qui nous réconforte un tout petit peu, c'est que durant le dialogue, on s'était dit, aujourd'hui, on va privilégier, puisque les élections, c'est dans quelques mois. Et si au 23 juillet, nous n'avons pas voté le code électoral, on tombe dans le protocole CEDEAO. Il faut l'éviter. Donc, on est allé en séminaire résidentiel au niveau de KIFAT pour essayer de voir dans l'ensemble des recommandations qui nous ont été fournies par les experts et par la commission de dialogue, qu'est-ce qui impacte le code électoral pour les locales. Nous avons travaillé dans ce sens pour quand même sortir notre papier pour faire voter la loi avant le 23 juillet. Mais on s'est également dit, le dialogue doit continuer. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose de dynamique jusqu'au moment où on a un code consensuel 2022 ou 2023, tout ce que nous ne l'avons pas encore, quoi qu'on dise. Parce que dans ce code électoral, il y a une partie, comme l'a dit Ablaye, où l'opposition, tout le monde réuni, a acté. Mais il y a une partie importante qui n'a pas fait l'objet de décision. Parce que si le président de la République n'a absolument rien dit,
il a quand même, comment dirais-je, réagi en fonction de la majorité. Mais vous dites que le dialogue doit continuer. Mais comment ce dialogue va continuer si on sait que le rapport de confiance peut-être entre l'opposition et le régime actuel a carrément été cassé? Comment est-ce qu'on peut reprendre ce dialogue? C'est-à-dire qu'il ne faut pas quand même, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, c'est des entités différentes avec des soubassements politiques. Il ne faut pas constater un clash, c'est pas bon. Nous avons eu des points d'accord et nous avons continué à discuter sur des points. Nous avons envoyé un papier au président, nous n'avons pas encore de feedback. Nous, on s'est dit, personnellement, je me dis que peut-être, parce qu'on va seulement au local. Oui. Il y a les législatives, il y a les présidentielles, etc. Et déjà dans les locales, on avait dit que si on devrait accepter le bulletin audio aussi, épargnons les locales. Ça peut être compliqué. Réfléchissons pour comment les mettre en place pour les élections futures, etc. Donc, il y a encore matière à discuter pour améliorer. Je le crois. Sauf si le président met une croix maintenant sur le dialogue, etc. Mais nous, en tout cas, on est disposés à continuer à travailler pour éclairer tous ces points et trouver quand même des consensus forts sur tous ces points qui sont, comme l'a dit Abdoulaye, qui sont majeurs. Et c'est ce qui va nous conduire à un code consensuel vraiment accepté par tout le monde. Parce qu'il est temps quand même qu'on ait un code consensuel stable, qu'on ait un fichier stable, qu'on ait un processus stable. Et on réfléchit sur autre chose. Et je pense que l'objectif du dialogue, c'était ça. Nous ne l'avons pas atteint. Ça, il faut quand même le reconnaître. Mais je pense que nous pouvons continuer à travailler pour arriver quand même à un code consensuel accepté par tout le monde. Il ne l'est pas actuellement. Ça, il ne faut pas quand même se voiler la face. Aujourd'hui, ce code qui a été voté à l'Assemblée nationale ne fait pas l'unanimité au niveau de la classe politique. Vous y croyez-vous à ce code consensuel, Abdoulaye? Parce qu'on a vu l'opposition, le M2D notamment, et une partie de l'opposition dire qu'ils vont se battre pour justement obtenir gain de cause. Alors, si on suit un tout petit peu la démarche du président Macky Sall, depuis 2012, on peut véritablement croire qu'il sera très difficile d'obtenir un consensus, à moins que véritablement que l'enchanteur Merlin ne puisse en tout cas lui souffler le petit mot et qu'il se lève en tout cas en pleine nuit pour dire oui, il faudra que je le fasse. Et c'est nécessaire que le président Macky Sall... C'était la bonne occasion aujourd'hui d'avoir ce consensus, vu que le président de la République est à son dernier mandat. Mais écoutez, je crois bien qu'on donne l'impression de jouer avec des allumettes dans la classe politique, alors qu'on sait pertinemment que nous sommes sous la menace véritablement de ce qui a mené à la destruction du Mali. Nous sommes sous la menace de ce qui aujourd'hui a fini d'envahir le Burkina, etc. Mais si nous n'avons pas de stabilité politique, croyez-vous que l'administration pourra travailler et donner des résultats probants? Si nous ne sommes pas dans une stabilité politique et un pays apaisé, croyez-vous que nous allons pouvoir véritablement bénéficier des retombées du pétrole et du gaz, des différentes ressources naturelles? Non, on ne le pourra pas. On donne l'impression de jouer avec le feu. Il faut quand même que les gens puissent se dire que nous sommes des aînés, les jeunes nous regardent. Il nous faut construire un pays où véritablement que nous léguerons à des jeunes, mais un pays apaisé, un pays stable. Et pour cela, je crois bien que le président Macky Sall, aujourd'hui, celui-là que l'on dit qui est né après les indépendances, qui ne devrait pas avoir, en tout cas, la même démarche que ses prédécesseurs, parce qu'on n'a pas besoin de revenir sur l'histoire. On a vu ce qui s'était passé en 63, avec pas moins de 45 citoyens qui ont été tués, parce que réclamant véritablement le pouvoir, excusez-moi, de la redondance, de se présenter à l'élection présidentielle. Ce n'était pas possible, parce qu'il n'y avait que l'Assemblée nationale qui désignait le candidat, alors que l'Assemblée nationale était une assemblée unicolore, justement, au nom de l'UPS. Donc, si on fait des avancées considérables aujourd'hui, plus que jamais, il nous faut nous dire qu'en réalité, faire une reculade, ce n'est pas véritablement baisser les bras, ce n'est pas baisser les armes. Bien au contraire, c'est travailler à véritablement construire un pays où la politique politicienne, en tout cas, sera moins présente. La politique politicienne, avec ce que l'on sent aujourd'hui et qui nous pousse à dire que la braise couvre sur la cendre, parce que le MDD, le FRN,
Oui. Le CRD et des entités de la société civile, aujourd'hui, ont demandé à leurs militants de les écouter. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui pourrait arriver? Donc, si aujourd'hui on vous prend dans la rue en train de manifester, demain vous pourrez être déclaré inéligible si vous êtes condamné sur la base justement des articles précités concernant le code pénal. Donc, je crois bien que aujourd'hui, plus que jamais, le président Macky Sall a tous les atouts en main pour pouvoir véritablement bâtir un consensus autour de ce code électoral, que ce code électoral ne devienne pas le véritable virus Delta qui va contaminer tous les foyers au Sénégal. Alors, est-ce qu'on peut dire que ce dialogue a quand même servi au président de la République Macky Sall de se rapprocher de ses adversaires politiques? Pas totalement. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, si le président de la République avait pris des décisions sur ces 5 points que nous venons de citer, et il y a d'autres points également que nous on peut souligner, par exemple l'article 80, on en a parlé à l'époque, et également l'arrêté Ousmane Ngom. Tout ça, nous en avons parlé et nous avons fait des correspondances. Moi, je dis que si le président de la République avait pris des actes forts sur ces points, je pense qu'il pourrait se rapprocher de l'opposition. Par contre, et là je reviens sur ce que Abdoulaye a dit, aujourd'hui, il nous faut dans notre pays un code consensuel stable. Il faut des institutions stables. Si nous arrivons à cela, je pense que ce sera le point de départ de tout ce que Abdoulaye vient de dire. Parce que si on n'a pas un code stable, parce que si aujourd'hui on a un code stable où on ne peut pas distribuer des cartes n'importe comment, où on ne peut pas inscrire n'importe comment, on ne peut pas enlever du fichier quelqu'un s'il n'est pas condamné et si le juge n'a pas donné un papier sur peine complémentaire, à partir de ce moment, organiser des élections, c'est facile. Dans tous ces grands pays que vous voyez, l'administration organise les élections, mais sur des bases strictes, sûres, qui ne donnent aucune possibilité au pouvoir de passer par la petite porte pour régler les problèmes. Et à ce propos, l'article 730 du Code de procédure pénale est très clair. Je crois bien qu'il n'appartient pas à l'autorité administrative de pouvoir décider de l'élimination d'un citoyen ou pas. C'est ce qui a motivé tous ces experts qui ont fait des audits et la société civile à demander une harmonisation des articles 31 et 32 par rapport à l'article 34 du Code pénal et à l'article 730 du Code de procédure pénale. C'est pour une simple raison. Donc vous voyez, ce que les gens ont demandé sur ces articles, ce n'est pas tombé du ciel. Et je le disais tout à l'heure que les gens pensent que l'article 31-32, on en a parlé, c'était pour le cas Karim ou Khalifa Ababakar. Ces articles, quand nous les avons soulevés pour la première fois, c'était en 2010, après l'audit international qui a été fait. Donc ça ne date pas, et en ce moment, il n'y avait pas encore le cas Khalifa. C'est simplement... Alors c'est pour ça que le ministre de l'Intérieur a soutenu que ça a toujours existé. Oui, ça a toujours existé, mais ce n'est pas une raison pour dire qu'on n'y touche pas. Si on constate qu'il y a eu de la... On attendait des réformes. C'est pourquoi, et les réformes ont été justifiées. Moi, je donne un exemple. D'accord, oui. Si par exemple, on réforme l'article 30 et 32 et que le juge prononce une peine complémentaire pour Karim et pour Khalifa, mais il tombe là le coup. D'accord. Donc, modifier l'article 30 et 32 ne veut pas dire que les gens qui sont condamnés ne sont à l'abri. Si la peine complémentaire est dénoncée et que le juge fait un papier par le biais du greffier et qui transmet à l'administration électorale, on l'enlève du fichier. D'accord. Alors, nous recevons sur ce plateau Théodore Chérif Monteil, honorable député à l'Assemblée nationale. Bonsoir à vous, honorable. Bonsoir, Néné Aïcha. Un plaisir en tout cas de vous avoir sur ce plateau. Alors, on le disait tout à l'heure, les députés ont adopté hier, vous avez adopté hier en plénière la loi portant modification du code électoral. Alors, ce qui est dommage pour certains, c'est qu'il n'y a pas eu de consensus par rapport à ce code électoral. Alors, Néné Aïcha, permettez-moi d'abord de saluer mon ami M. Mbou, de saluer mon co-débatteur M. Daou, que je suis beaucoup dans le cadre du GRADEC. Alors, la modification du code de procédure pénale, je vais juste faire un rappel historique. Vous savez, Abdoulaye Wade avait l'habitude de dire les élections, c'est l'affaire des politiciens. Oui. C'est d'ailleurs pour ça qu'en 1992, en tant que ministre d'État, il a conduit la délégation de l'opposition à la table de négociation pour aboutir au code consensuel, qu'on appelle le code Kebambey, qui, malgré le fait qu'il ait été consensuel, a donné les résultats que nous avons. Ça ne veut pas dire donc que quand il y a consensus, il n'y a pas de travers. Un consensus à 100% n'existe jamais. Et un pays, il évolue à un rythme qui est le sien. Il y a eu plusieurs modifications du code électoral sénégalais
Donc, M. Daou le disait tantôt, la stabilisation de nos textes, j'y reviendrai tout à l'heure. Oui. Plusieurs modifications. Et cette dernière est le fruit d'une concertation. Donc, les acteurs politiques se sont concertés pendant une certaine période, depuis 2019, avec l'intervalle du Covid, l'arrêt que ça a provoqué. Et ils sont arrivés à un certain nombre de points d'accord. Ils avaient leur agenda en disant ce sur quoi on tombe d'accord, on l'intègre, ce sur quoi on ne tombe pas d'accord, on le laisse à l'arbitrage du président de la République. Il se trouve que le président de la République est un acteur politique lui aussi. Donc son arbitrage, je ne sais pas ce que ça vaut dans ce cadre-là. Donc déjà peut-être ils ont failli par rapport à ça dès le début? Pas forcément, c'est toujours comme ça que ça se passe. Pour éviter qu'il y ait blocage, les gens essayent d'avancer sur ce sur quoi ils tombent d'accord. Parce qu'on ne peut pas ne pas aller aux élections. Aujourd'hui, on a eu plusieurs reports des élections locales, juste parce qu'on n'était pas d'accord sur un certain nombre de choses. Il fallait auditer le fichier, il fallait auditer le processus. Donc, tout ça, les gens le revendiquaient. Les gens revendiquaient la modification du mode d'élection des maires. Moi, beaucoup de gens disent que c'est une grande avancée. Je ne trouve pas que ce soit une grande avancée. Je m'expliquerai là-dessus tout à l'heure. Oui. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que les acteurs politiques se sont réunis et sont tombés d'accord sur un certain nombre de choses. Sur d'autres, ils ne sont pas tombés d'accord. Donc, sur les points majeurs, ils ne sont pas tombés d'accord et ils l'ont laissé à l'appréciation du chef de l'État qui est en même temps chef de parti. Mais la porte n'est pas fermée parce que le dialogue a mis en place le cadre national de concertation politique qui demain discutera de ces points. On ne doit pas s'arrêter. Un code électoral, il est en construction. Le changement, il est dynamique. Donc, et la matière électorale, elle est complexe et difficile. Donc, il est important que les gens sachent que comme le disent le Wolof, ndar xeyul sorti, les choses ne se feront pas d'un seul coup. Il nous faudra, pour que ça se fasse d'un seul coup, il nous faudra un chef d'État d'une générosité extrême qui soit prêt à aller vers l'essentiel, qui est la stabilisation de nos textes. Ça reste des présidents très politiques qui se battent pour la conservation du pouvoir. Comme ils le disent. Ils créent la compétition politique pour eux, c'est la conquête et la conservation du pouvoir. Je pense qu'aujourd'hui... Qu'est-ce qu'on peut entendre par là? Que le président de la République est justement sur cette lancée? C'est ça que vous voulez dire? Bien sûr, il est sur cette lancée. Ce dont le Sénégal a vraiment besoin, c'est d'hommes politiques qui travaillent pour la stabilisation de nos textes, pour que demain, on puisse aller aux élections sans pour autant avoir besoin de toucher tel ou tel article. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'à chaque fois qu'on doit aller à des élections, on est obligé de se réunir pour remettre de l'ordre dans les règles du jeu. Ça ne peut pas continuer comme ça. Il faudra tôt ou tard qu'on stabilise notre loi électorale et qu'on puisse l'utiliser, quelles que soient les situations. Mais si on devait compter sur quelqu'un aujourd'hui, ça devait être sur le président de la République, Macky Sall, qui entame son dernier mandat, je l'ai dit tout à l'heure. Absolument. Ça aurait été une grande chance en fait, 2024 devrait être une année charnière pour le Sénégal, en tout cas pour la vie politique sénégalaise. 2024 devrait être l'année à laquelle un président de la République va organiser des élections auxquelles il ne va pas participer. Et donc, l'organiser de façon ouverte et transparente pour que la compétition se fasse de la façon la plus saine possible et que au soir du dimanche de 2024, que les Sénégalais sachent qu'ils sont entrés dans une nouvelle république, dans une nouvelle ère. Oui, Abdoulaye. Un peu avant 2000, on annonçait un bug. On disait qu'en 2000, on vivrait un bug, en tout cas informatique. Mais si on ne fait pas attention au Sénégal, en 2024, le bug sera purement politique et strictement politique. Parce qu'en réalité, il y a beaucoup d'interprétations liées justement à l'application des lois, et ce qui est dommage. C'est pourquoi moi j'ai l'habitude de dire que la majorité des hommes politiques au Sénégal sont très en retard. Parce qu'au Sénégal, on vote depuis 1871. Et quand on regarde un tout petit peu, le texte, j'allais dire la charte fondamentale de l'imam
ça va me revenir le nom, je perds. Ok. Donc, Thierno Souleymane Baal, avec sa révolution, quand on regarde véritablement sa charte fondamentale, et qu'on fasse le parallélisme des formes avec justement la pratique politicienne au Sénégal depuis 1960, on se dit que nos hommes politiques sont très en retard. Parce que en 1776, bon Dieu, avec un texte aussi complet, et nous, on n'arrive pas, après 61 ans d'indépendance, à pouvoir véritablement construire des consensus forts pour avoir des textes assez stables, avoir des institutions fortes. Fort heureusement, M. Théodore Montet, honorable député, ne fait pas partie des députés, je ne dis pas des députés, mais des députés justement du peuple, parce qu'en réalité, même l'Assemblée nationale qui est chargée aujourd'hui de voter les lois, devrait pouvoir aujourd'hui, pas au nom du terrorisme, de la partisanerie, parce qu'en réalité, ce qu'on a voté sur le code électoral, sur le code, le code pénal, le véritable terrorisme au Sénégal, c'est le terrorisme de la partisanerie. Oui. On ne devrait pas voter une loi parce qu'en réalité, on est du côté du président, parce qu'on est du côté du parti au pouvoir, parce qu'on est du côté de la coalition au pouvoir. On devrait voir effectivement, si je vote la loi, quelles pourraient être véritablement les causes et les conséquences justement de cette loi par rapport au peuple sénégalais. Et si on a cette démarche, je dis bien cette démarche, on pourrait aller dans le sens, comme vous l'avez si bien dit, oui, d'avoir en tout cas un code très fort. Les États-Unis, c'est depuis quand ils ont leur constitution? Combien de fois on y a touché? En Angleterre, on parle de l'existence d'une constitution non écrite. Il y a des monarchies qui sont beaucoup plus républicaines que certaines républiques qui se prétendent telles en théorie. Donc nous, si véritablement nous sommes un pays où nous voulons une démocratie vivante, vivace, une démocratie qui pourrait être en tout cas continuer d'être une belle vitrine, comme cela a été le cas jusqu'au début des années 90, il faudra quand même que l'on revienne à une orthodoxie dans la construction des textes fondamentaux. Et ce code électoral ne devrait pas véritablement être le code des désaccords profonds qui véritablement nous mènerait encore dans des situations que nous avons vécues il y a 10 ans, il y a 15 ans ou il y a 20 ans. Alors, on a déjà eu des acquis. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est des textes forts, des institutions fortes pour une bonne démocratie. C'est important. Oui. Permettez-moi de revenir un peu sur ce qu'a dit l'honorable député. Oui. Il a raison. Je donne raison quelque part. Le dialogue doit être dynamique. Nous sommes arrivés aujourd'hui à des résultats, personnellement, que j'estime insuffisants. Il y en a d'autres qui estiment que... Mais c'est une avancée. Parce que j'ai eu à le dire que même s'il y avait un point d'accord, c'est une avancée. Mais on en a eu. Mais il y a eu des points de vue majeurs où on n'a pas eu un arbitrage du président de la République. Parce que j'ai l'impression qu'il a laissé ce qu'il y avait. Donc, il n'a pas arbitré. Parce que pratiquement, au niveau du dialogue, la majorité, pour certains points, avait plaidé le maintien de ces articles. Si le président n'a pas touché, il a abordé dans le sens de la majorité. C'est un peu l'inconvénient d'un président politique qui arbitre. Il a tendance à arbitrer en fonction de sa majorité, ça peut se comprendre. Mais par contre, nous avons eu des résultats. C'est certes insuffisant pour certains, et il y a des points majeurs. Mais moi, je suis assez optimiste. Mais je me dis que ce dialogue, peut-être que sous une autre forme, on doit pouvoir continuer. Parce que c'est des points sur lesquels on peut revenir, on peut discuter. Le débat n'est pas fermé. Et je pense que si le président de la République abonde dans ce sens, nous pouvons approfondir la discussion et arriver peut-être à des résultats. Parce que nous avons eu un audit du fichier électoral, des évaluateurs du fichier électoral, qui ont donné des recommandations que nous n'avons pas encore tout exploité. Parce que nous avons exploité une partie de ces recommandations compte tenu de l'urgence du code électoral qu'il fallait voter à l'Assemblée avant le 23 juillet. Donc il y a des points sur lesquels on doit continuer à travailler. Et revenir même sur ces points, parce que nous avons fait une correspondance à M. le Président de la République, nous n'avons pas encore de feedback. Donc aujourd'hui, je ne peux peut-être pas me prononcer. Je constate simplement que le code n'a pas touché, mais nous attendons peut-être sa réaction. Il peut nous dire, continuer à réfléchir. Il fallait simplement acter les recommandations qui impactent le code électoral pour les locales, etc. Je ne sais pas. Mais laissez-moi conclure là. Mais je maintiens le principe que ce dialogue, nous pouvons le continuer pour approfondir le problème. Parce que l'objectif visé, comme l'a dit Abdoulaye, c'est arriver à un code consensuel 2022, que j'appellerai 2022-2023, accepté par tout le monde. Et je reviens sur les institutions. Et c'est le point de départ pour bâtir des institutions stables. Parce que si vous prenez L31 et L32, on laisserait ça au juge, il nous ferait des articles
qui serait en harmonie avec le code de procédure pénale, le code pénal, etc., etc. Donc, si on arrive à un code consensuel stable, avec des institutions stables, je pense que c'est le point de départ pour revenir sur ce qu'Abdoulaye dit, pour tout développement économique. Très bien. Alors, nous sommes malheureusement pris par le temps. Peut-être je vais vous laisser terminer par le mode d'élection des maires que vous jugez peut-être pas bonne. Qu'est-ce qu'on peut en retenir? Alors, ce que je voudrais dire, c'est que quand on a parlé d'élire les maires au suffrage universel direct de liste, beaucoup de gens ont dit « Waouh, c'est formidable, maintenant on identifie le maire qu'on va élire ». Ce qu'on ne voit pas, c'est qu'on va élire des maires avec 10% du suffrage. C'est possible, ça va arriver. Il y aura des maires qui vont avoir 10% du suffrage valablement exprimé et qui vont être l'exécutif local. Et vous savez, il y a un biais extraordinaire qui a été introduit, c'est qu'en cas de vacance du pouvoir, on est obligé de revenir au statu quo du Code général des collectivités territoriales. C'est-à-dire que le remplaçant du maire sera élu par le Conseil. Ce qu'il faut qu'on fasse,